La question qui va avec, c'est que je t'ai dit que le sujet interface nous intéressait et que tu étais très intrigué à cette idée d'interface. En fait, pour aller directement au sujet, c'est qu'il y a dans le fait qu'on va prendre Jaws qui sort dans les années 70, où on a un objet cinématographique très parlant, un jeu presque simultané qui vient se coller, et puis tu décris bien que c'est une date importante. Et ce que tu racontes m'habite tellement que je ne sais plus si je l'ai lu dedans, mais on a aussi un jeu qui visuellement est pas terrible et qui a donc besoin du support. C'est une façon de le formuler a posteriori, mais le fait qu'il y ait un petit truc qui bouge, mais que je sache que c'est de l'eau, que je sache que c'est Ouais. un requin, parce que le nageur est vraiment moche. Je suis désolé pour ceux qui sont fans, mais et donc en fait l'interface elle est imaginaire. Tu reviens souvent à ça en fait. Et c'est pour ça que l'articulation jeu vidéo cinéma, elle m'intéresse dans ce que tu décris là, et aussi que Mm. tu fus dans une fac de cinéma pour faire ça. C'est que euh, tu parles dans une interview il n'y a pas très longtemps de remédiation, et puis ça doit être Nathalie Inich qui parle de artification. Mhm. Et tu décris très bien que un média nouveau s'appuie sur des références anciennes pour s'aider. Donc, tout comme la photo s'est appuyée sur la peinture, que le cinéma s'est appuyé sur la peinture, le jeu vidéo s'appuie vraisemblablement sur le cinéma et sur les médias qui l'ont précédé. Mais sur cet exemple de Joe, ce qui m'intéresse, c'est que on est avec des jeunes gens qui n'ont pas connu les découvertes érotiques sur des petits cubes de Minitel, qui peuvent pas imaginer qu'on puisse fantasmer sur des dames en petits cubes, mais que en effet ça fonctionne, et donc que la part imaginative vient compléter le mécanisme du jeu vidéo quand visuellement Ouais. il est pas au top. J'aurais tendance, c'est ce qui fait que je suis vieux par rapport à ces jeunes gens, à penser que justement mon imaginaire est plus stimulé quand c'est faible visuellement. Et donc j'aimerais qu'on reste d'abord sur Jaws parce qu'il y a quelque chose qui se passe en aller-retour en fait. Le Mhm. jeu vidéo arrive après et copie, s'inspire du film, mais il est aussi, le film vient l'aider à avoir une crédibilité narrative et Mhm. jouable. Est-ce que tu peux... Alors, ouais, alors, c'est cette articulation entre un film, Jaws, Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, qui date de 75, et un jeu qui est un jeu Atari, mais qui va être édité par une sorte de label que va constituer Atari, qui s'appelle Horror Games, qui s'appelle Shark Jaws, donc les mâchoires du requin. Jaws, c'est les mâchoires, Shark Jaws, c'est les mâchoires du requin. Alors, tu as plusieurs strates d'analyse sur la relation entre ces deux objets. Il y en a une première qui est l'opportunisme économique Oui. d'un entrepreneur qui s'appelle Nolan Bushnell, qui a repéré le film puisque c'est l'immense succès de l'année 1975. C'est un film qui sort au début de l'été, donc dans une période aujourd'hui qui est la période des blockbusters, c'est-à-dire Oui. la période où on sort des films comme Avengers ou Jurassic Park, etc. Et évidemment, avec sa thématique estivale, plage, Jaws est un film qui va courir pendant tout l'été, être diffusé et Mhm. donc rencontrer un succès très important en salle de cinéma. Spielberg a pas eu l'idée du tout de mettre du jeu vidéo et de se connecter. Il n'y a pas Alors, dans ce nouvel Hollywood une intuition tu as quand même dans le premier Jaws un plan sur une machine de jeu. C'est un travelling qui part d'une petite baraque en bord de plage où tu as des machines de jeu, ce qu'on appelle en français des machines d'automatique de divertissement, des ouais. bornes de jeu, de l'amusement pour les Américains. Et donc, tu as ce travelling qui montre bien que la question du divertissement, elle est liée aux Ouais. vacances et à la question touristique qui est au cœur un peu de Jaws. Donc ça, c'est la première strate. Bushnell voit le succès du film et se dit, mais ça, on peut en profiter pour l'exploitation de nos jeux. Et même au départ, Bushnell c'est Bogost qui avait fait la recherche, Bushnell déclare avoir demandé à Universal les droits. Donc on dit, moi je vous achète les droits. Seulement on est dans un moment où Hollywood est en train complètement de se reconfigurer Oui. et Hollywood est en train de se diversifier et entre autres se diversifie dans ce qu'on appelle les marchés afférents. Et parmi les marchés afférents, il y a le secteur du jeu vidéo qui est en pleine explosion depuis 1972. Donc Universal refuse probablement pour se garder ça, et il y aura bien une structure qui va s'appeler Universal Games, qui n'apparaîtra qu'en 79. Il faudra quelques temps pour qu'Universal se crée cette structure-là, mais donc on refuse à Bushnell les droits du film de Spielberg. En fait, ils auraient dû y penser, mais ils sont
un peu en retard par Bah, rapport à Bushnell. ils sont, c'est C'était dans leur logique d'y Universal est une petite major, enfin c'est un studio assez important. Le studio qui va être le plus réactif, c'est la Warner. Et la Warner, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas y aller par quatre chemins, ils vont racheter Atari, tout simplement. Ouais. Donc ils vont racheter la structure de Nolan Bushnell. Donc évidemment, hein, entre des petites structures très réactives, très mobiles, comme peut être Atari, hein, qui est vraiment qu'on présente comme une société hippie hein, dans les années 70, et puis des gros conglomérats, enfin, ou des majors qui sont intégrés à des gros conglomérats, qui ont des ambitions stratégiques, mais il faut quand même le temps de les mettre en œuvre, soit en se constituant sa propre filiale, soit en rachetant une entreprise qui devient filiale. Donc c'est Universal Games dans le premier cas, Atari, Warner Company Incorporated, voilà, qui devient la filiale jeux vidéo. Ça prend du temps. Donc Bushnell, ça ne le décourage pas. Lui, il lance ses équipes sur la création d'un jeu, ça sera Shark Jaws, et il peut l'exploiter visiblement à partir de septembre, c'est-à-dire au moment où on est sur la fin de l'exploitation du film, mais évidemment, cette histoire de requin mangeur d'hommes est dans l'esprit de toute une génération de jeunes gens qui vont en salle de cinéma et qui sont allés en salle de cinéma pendant l'été, peut-être même voir une fois, deux fois, trois fois Jaws, et puis qui se retrouvent dans les salles de jeu à la rentrée. Donc ça, c'est plutôt la strate opportunisme économique, comment profiter de quelque chose qui a du succès pour pouvoir faire son beurre dessus. Et puis il y a la deuxième strate, qui est la strate technique, c'est-à-dire qu'on est sur un jeu de 1975, avec une technologie de 1975. C'est pas encore un jeu qui fonctionne avec un microprocesseur, hein, c'est qu'un montage électronique. Et on a des contraintes qui vont limiter la portée figurative des éléments qu'on a à l'écran. Les éléments, ils sont au nombre de 3. Le nageur, le diver, donc qui fait de la chasse sous-marine, en effet, qui est vraiment dessiné de manière très symbolique, des petits poissons qui apparaissent aux quatre coins de l'écran, et puis un requin qui va traverser comme ça de manière totalement aléatoire l'écran. Il y a quand même une performance technique dans ce jeu de 1975, où il y en a même deux. La première, c'est que la nageoire caudale du requin est animée, et qu'à l'époque, l'animation de la nageoire caudale est une performance technique. Et puis, il y a une synthèse de voix au moment où le joueur qui incarne le petit plongeur se fait dévorer par le requin, qui est une sorte de cri électronique. Voilà. Alors, moi, dans l'analyse que j'en fais, en fait, il y a un moment d'épiphanie, comme ça arrive parfois dans la recherche. C'est-à-dire que je suis en train de regarder comment fonctionne ce jeu, difficile de l'émuler, il n'y a pas d'émulation qui existe pour ce jeu-là. En revanche, on peut jouer à des jeux plus tardifs qui sont des reprises de Shark Jaws, qui sont d'ailleurs des jeux, il y en a un qui s'appelle Shark Shark Shark, qui fonctionne sur console Atari. Et puis, il y a quand même des vidéos, et il se trouve que coup de peau à l'époque, il y a un collectionneur français qui est en train de retaper une borne Shark Jaws, et donc sur un forum, j'ai repéré l'évolution un peu de sa réparation sur un forum. Tous les 15 jours, il partage une vidéo. Et donc, la dernière vidéo qu'il partage, c'est la borne qui remarche, et où il filme très clairement ce qui se passe. Donc, on le voit jouer plus ce qui se passe à l'écran. Et en fait, d'un coup, j'ai l'image de la borne, et sur la borne, sur les flancs de la borne, tu retrouves la gueule du requin telle qu'elle apparaît sur l'affiche du film. Et là, j'ai compris le truc. Je me suis dit, en fait, c'est pas du tout une adaptation du film. C'est évidemment un jeu qui se ressaisit d'un engouement produit par un film, mais en fait, c'est une mise en jeu vidéo de l'affiche du film. Et sur l'affiche du film, on retrouve ce requin qui va sur quoi? Qui va sur une baigneuse qui est en surface. On retrouve cette gueule de requin sur les flancs de la borne Shark Jaws. Et puis, on retrouve la situation de l'affiche, le requin qui va dévorer la nageuse, dans cette situation repensée entre un plongeur. Voilà. Donc là, on a une strate qui est une strate d'intertextualité, qui va se jouer non sur les contenus même des films, mais sur la manière de produire une médiation autour de ces films à travers l'affiche. Shark Jaws est une adaptation, c'est presque la conclusion à laquelle j'arrive, une adaptation de l'affiche du film. Et pourquoi c'est bien que ce soit une adaptation et intéressant que ce soit une adaptation? Parce que ça rend la situation claire, d'un coup, et ça, le jeu vidéo, particulièrement celui des années 70, qui est un jeu d'arcade, doit permettre d'avoir une compréhension immédiate de la situation de jeu. Pourquoi? Parce qu'on a des bornes de jeu qui sont en concurrence les unes avec les autres dans un espace qui peut être la salle de jeu, le hall d'hôtel, le hall de cinéma même, puisque c'est un lieu où on exploite des bornes. Il faut donc que le joueur, la joueuse arrive, se saisisse et comprenne tout de suite ce qui se passe pour pouvoir performer immédiatement,
prendre goût au jeu et puis enchaîner les quarter dollars, les pièces de 25 cents, voilà. Et d'une certaine façon, cette affiche qui a été très très largement vue, Jaws est un des films qui a été le premier à avoir, un des premiers en tout cas à avoir une campagne promotionnelle très large, qui a utilisé très largement les chaînes de télévision avec des spots, etc., télévisés. Et donc, on retrouve là une situation de lecture optimale de la situation de jeu qui passe par l'affiche et se transforme en jeu vidéo. Je me demande même si l'image de l'affiche n'existe pas dans le film, en fait. Ce moment où la gueule est ouverte, c'est pas la vraie image du film, en fait. C'est une image qui est propre à l'affiche. Oui, il n'y a absolument aucune reprise de ce motif-là, qui est même quasi impossible, parce que l'affiche, elle est d'une transparence, c'est dans une eau qui est absolument claire, où on aurait bien des... Alors peut-être qu'elle a été reprise, je n'ai pas le souvenir des autres Jaws, s'il y a un moment une reprise un peu littérale. Mais toi qui viens du cinéma, ce qui est passionnant, c'est qu'on pourrait dire, toi et moi, n'importe qui, que l'image est dans le film. On en serait presque persuadé. Ah, tellement elle vient. Ça arrive souvent. Compiler. Mais parce que c'est là où je parle d'interface imaginaire, c'est que t'es sûr que tu l'as vue, t'es sûr qu'elle est dans le film, et en fait, non. Ce qui est sûr, c'est que à l'époque, elle est très largement diffusée pour la promotion du film, et qu'aujourd'hui, elle devient emblématique du film. On a beaucoup d'affiches, d'ailleurs c'est le talent des affichistes parfois, de mettre dans leur affiche des choses qu'on a l'impression ensuite de voir dans le film, mais qu'on verra jamais, où il y a aucun plan. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est devenue une image importante de la pop culture, cette affiche de Jaws, et qu'à l'époque, elle n'est pas seulement vue sur des affichages, mais elle est vue beaucoup sur des t-shirts. On est dans les années 70. Un des premiers produits dérivés que Hollywood va largement utiliser, c'est le t-shirt, c'est la parure de lit. C'est le mug, par exemple. Mais attendez, vous êtes trop jeune, mais moi j'ai eu un jeu, Sharks. C'était un requin en plastique avec un petit élastique, tu tendais ses mâchoires, tu mettais plein d'objets dans sa bouche, et tu avais un petit grappin, et chacun son tour, on retirait un objet, et celui qui se faisait mâcher avait perdu. Avait perdu? Ah, mais moi ça me dit quelque chose, et ça s'appelait comment ça s'appelait Les Dents de la Mer, je dirais. Ah, c'est vrai, il avait fait une adaptation des Dents de la Mer. C'est une boîte de jeux type Hasbro, quoi. D'accord. Ah bah écoute, si je la retrouve dans mon grenier, je te l'offre pour Noël. Mais fais attention parce qu'il peut te payer des vacances au Bahamas avec ça, à mon avis. Ouais. D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu parles de pop culture, le point commun entre le cinéma, l'affiche, le jeu, c'est de fabriquer une image puissante qui va presque remplacer l'image réelle, en fait. Et qui va servir de point de départ au plaisir du jeu. Tu viens de dire au repérage. Pour moi, l'idée c'est que l'affiche, elle produit une compréhension immédiate de la situation de jeu. Et ça, c'est un enjeu important des game designers des années 70, qu'on appelle d'ailleurs pas des game designers à l'époque. Hein, la fonction n'existe pas, mais on comprend très vite que il faut tout mettre dans un jeu dont d'ailleurs souvent l'action se réduit aux limites de l'écran. C'est le cas de Shark Jaws, c'est le cas de Pac-Man par exemple, ou de Space Invader. Je veux dire, il n'y a pas de hors-champ ou assez peu d'une certaine façon. Il y en a dans Shark Jaws pour le coup, puisque le requin arrive d'un des côtés, traverse, donc il est dans le hors-champ et puis il apparaît dans le champ. Du côté de Space Invaders, tout est concentré sur ce qu'il y a à l'écran. D'autres, Galaga par exemple, refera fonctionner leur champ, puisque les vaisseaux partent par les côtés de l'écran, reviennent par le haut, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'en une image, on ait une compréhension de la situation de jeu qui est, et c'est un des développements des pixels à Hollywood, c'est-à-dire que la question de l'habillage des bornes de jeu, moi, me paraît essentielle dans la compréhension des expériences qui sont proposées. Ça a été étudié un peu, ça? Et là, c'est mon collègue Sébastien Janvaux a repris cette hypothèse-là dans ses travaux. En tout cas, il travaille un peu là-dessus. Mais en tout cas, moi, je pense avoir démontré que d'une certaine façon, il fallait faire aujourd'hui attention à l'émulation, qui est un outil fabuleux pour pouvoir accéder, par exemple, à des vieux jeux des années 70. Sauf que l'émulation ne donne pas ni le contexte, ni un rapport à l'image qui est celui de la décoration de la borne et qui est déjà un paratexte. Pour reprendre les catégories de jeunette, qui amène d'une certaine façon à la pratique du jeu. Voir une borne Shark Jaws dans un environnement, c'est
d'ailleurs pas voir que la borne s'appelle Shark Jaws, puisque tu as ce fameux tout petit shark qui est au-dessus du grand J de Oui, Jaws. Donc de loin, tu vois Jaws, tu vois rien, oui, rien oui. d'autre que ça. Par contre, tu vois du vert, du bleu, tu vois une gueule de requin ouverte. Tu es dans quelque chose qui t'introduit dans ce continuum autour de la passion pour les requins dévoreurs, mangeurs d'hommes, etc. Et puis, quand tu arrives près de la borne, bah, tu retrouves une reconstitution d'une certaine façon de l'affiche en situation Oui, oui. de jeu. Donc ça passe par différentes strates qui vont en effet probablement stimuler l'imaginaire du joueur. Oui. Et l'imaginaire des joueurs et des joueuses, il est important dans les années 70 parce que les graphismes sont assez peu figuratifs. Et ça vaut peut-être encore pour une partie des années 80, même si on a un peu plus de couleurs, même si on a aussi une certaine technicité dans la composition des sprites. Moi, je suis assez fasciné aujourd'hui de revoir des sprites, je sais pas, de Zelda, de Dragon Quest, etc., qui arrivent à faire quelque chose d'assez expressif à partir de quelques Oui. couleurs, et qui parfois, si je pense à Dragon Quest, on sent que cette idée de ne pas aller vers trop de figuration est assez travaillée par l'équipe de développement du jeu, parce que dans les années 90, là où elle a accès quand même à des choses beaucoup plus puissantes d'un point de vue graphique, elle va rester quand même dans quelque chose d'assez dépouillé, bah, qui laisse d'une certaine façon les joueurs reconstituer toute une série Oui. d'éléments de l'histoire, de l'expérience, du monde du jeu. Ça, c'est, en plus, c'est la question qui suit. C'est la question qui suit, bah, je suis en train de te l'amorcer.